Bonjour, je suis David Minucci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions franches et directes. Alors aujourd'hui, le sujet de cette émission sera la communication externe des cabinets d'avocats. Est-ce qu'elle est utile aujourd'hui? Pour quels résultats? Comment faire? Quels canaux utiliser? Donc on va voir tout ça avec nos trois invités. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sonia Kouchouk, donc avocate au barreau des Hauts-de-Seine en droit de la famille. Ensuite nous avons Corinne Frappin, avocate au barreau de Paris en droit immobilier. Et enfin nous avons Sophie Damez-Haïch, avocate au barreau de Paris en droit commercial. Je prends quelques instants pour te parler de mon activité. J'accompagne les cabinets d'avocats dans leur communication afin d'accroître leur notoriété, de trouver de nouveaux clients et de faciliter le recrutement. Si tu as besoin d'un site internet, de réaliser une refonte ou de le faire référencer sur Google, ou encore de faire de la publicité ou d'être présent sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me contacter, tu trouveras le lien dans la description. Bonne écoute. Donc le sujet de la communication, vaste sujet. Alors vous êtes, j'allais dire tous les trois un peu expertes du sujet, en tout cas vous communiquez beaucoup. Alors avec des modes de fonctionnement un peu différents, certaines privilégient la vidéo, plus le podcast, mais voilà, en tout cas on va dire qu'on a l'impression aujourd'hui que la communication est devenue importante pour les cabinets d'avocats. Donc alors dans un premier temps, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'un cabinet d'avocats il doit communiquer aujourd'hui? Parce que, en tout cas, l'image qu'il y avait avant dans les cabinets, c'était que le client venait à l'avocat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'avocat qui doit aller au client? Je commence. Oui, je pense qu'effectivement, c'est très important de communiquer parce que, en fait, c'est la visibilité du cabinet, tout simplement. Et le client ne vient plus par hasard au cabinet, il vient parce que soit il y a une recommandation et donc il faut quand même qu'il y ait une visibilité, soit parce qu'effectivement il a vu sur les réseaux qui sont devenus essentiels que le cabinet était spécialisé ou avait tel domaine d'activité. Et donc oui, je pense que c'est essentiel pour un cabinet. Et est-ce que c'est dû à l'augmentation du nombre d'avocats ou Alors pour moi non. Pour moi, c'est pas que ça. Pour moi, c'est aussi la question du Covid qui a fait pas mal sur le fait qu'on s'est démarqué, peut-être. Alors oui, il y a sûrement effectivement le nombre. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même peut-être beaucoup plus de confrères qui s'installent rapidement. Et donc, ça fait du coup un plus grand panel peut-être de confrères sur le marché, entre guillemets. Et ensuite, il faut se distinguer. Donc, oui, ça vient peut-être de là. Donc pour toi, c'est important, voire indispensable aujourd'hui que le cabinet communique et utilise la communication. S'en saisisse en tout cas. Alors qu'est-ce que vous pensez, Corinne? Alors pour moi, la communication, elle est plus large que le simple fait de mettre en avant le cabinet. Pour moi, la communication, elle sert à créer une culture juridique, elle sert à vulgariser le droit et elle sert aussi à créer le réflexe avocat. On constate tous les jours que un tel ou un tel est allé voir une autre profession ou n'est allé voir personne ou s'est fait aider par l'intelligence artificielle pour rédiger un acte, pour essayer de se défendre. Et c'est une manière de faire, pour moi, c'est pas la plus aboutie. Parce que l'avocat, il a une compétence particulière qui est en plus garantie par une assurance. Donc on est dans son domaine et je trouve dommage aujourd'hui que le français ne soit pas du tout sensibilisé au droit. Moi, c'est vraiment un de mes mantras, c'est faire en sorte qu'il y ait une culture juridique qui se diffuse dans notre pays. Moi, c'est la raison pour laquelle je communique au départ. Alors, effectivement, après, ça me donne une certaine renommée entre guillemets, donc c'est formidable, ça attire à moi un certain nombre de clients, un certain nombre de prospects, c'est formidable, mais au-delà de ça, pour moi, il y a un vrai sujet de méconnaissance du droit dans notre pays, de la même manière qu'il y a une méconnaissance de la gestion des finances, et c'est important pour moi de diffuser une culture juridique. Alors, je prétends pas que les personnes qui suivent mes vidéos vont se dire « ça y est, j'ai tout compris », mais je prétends semer des graines qui vont permettre aux personnes, le jour où elles ont un sujet autour de ce sur quoi j'ai communiqué, de se dire « ah tiens, il y a un point de vigilance ». Par exemple, j'ai acheté une maison dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. Il va y avoir la réception prochainement. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, j'ai entendu que dans une vidéo, c'était un sujet très important. Comment je vais faire ? En tout cas, je vais y réfléchir. Ça ne veut pas dire que les personnes vont se faire assister, mais en tout cas, elles vont y réfléchir. Et pour moi, ça, c'est primordial.
Et parce que aujourd'hui, moi en tout cas de ce que je vois aujourd'hui, l'avocat, en tout cas dans la perception collective, on va dire l'avocat égale tribunal. C'est vrai qu'aujourd'hui on est très lié à ça. Et toi Sonia, tu fais des mardes du coup, donc où justement tu viens dire que l'avocat justement il ne fait pas que le conflit, voire même il peut résoudre le conflit. Parce que alors moi j'ai eu un cas personnel où j'ai dû prendre un avocat et en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, ça a un peu envenimé la situation, c'est-à-dire que la partie adverse elle s'est dit ça y est, en gros il monte sur ses grands chevaux, il veut aller au conflit, au fight tout de suite, alors que non, l'avocat, il peut être aussi une solution amiable. Complètement. Alors, c'est vrai que nous, c'est notre credo et on est vraiment complètement dédié au droit de la famille et au mode amiable. Et la question qui se pose, c'est qu'on a dans notre règlement intérieur une obligation qu'oublient beaucoup de confrères, qui est que si la solution la plus adaptée à notre client, c'est un mode amiable, on doit lui proposer. Et franchement, 80% des confrères ne le font pas, ce qui est dommage parce qu'effectivement, ça permet aux clients d'avoir une autre approche du conflit et de ne pas envenimer les choses. Et la communication, elle sert, ce que tu dis, Corinne, tout à fait, c'est à la fois la connaissance, la vulgarisation d'un certain nombre de thématiques. Moi, particulièrement, la méconnaissance des modes amiables était un enjeu et c'est pourquoi j'avais créé le podcast Avomard, pour effectivement avoir des petites bulles, des petites capsules, ce que tu dis, d'informations, pour que les gens sachent qu'il y a une autre façon de faire. Il n'y a pas que l'avocat pitbull. On peut très bien réussir, donc, en l'occurrence, sa séparation, son divorce, son conflit de succession, en essayant de trouver des solutions qui conviennent à tous, en ayant une autre approche. Et c'est vrai que l'avocat... En tout cas, traditionnellement, le rôle de l'avocat n'est pas perçu comme ça par nos concitoyens. Donc, c'est vrai qu'il y a cette approche qui est très importante, qui est de dire, en fait, je veux pas un avocat, ça va me coûter cher, ça va envenimer la situation. Alors, dans mon domaine, c'est pas le cas, mais je sais que des confrères qui font du droit commercial, on va plutôt voir son expert comptable, etc. Et on ne sait pas ce qu'est capable de faire un avocat. Et du coup, la communication, elle a ce double intérêt qui est vulgariser nos domaines de compétences qui peuvent être compliqués, y compris dans le vocabulaire. J'ai lu un post il y a pas longtemps où quels étaient les mots les plus compliqués en droit et qui étaient absolument incompréhensibles pour le commun des mortels. Bon, c'est exactement ça qu'on un peu comme la médecine. Comme la médecine, absolument. Ouais. Et nous, notre langage, y compris les premiers rendez-vous, c'est vraiment d'être au plus proche des gens qui viennent nous voir pour une meilleure compréhension du litige, du conflit, les aider à appréhender différemment. Et ils sont très sensibles, effectivement, à cette communication différenciée que l'on fait toutes, parce que c'est aussi la proximité de l'avocat. C'est-à-dire l'avocat qui est filmé, l'avocat qui fait des podcasts, l'avocat sur LinkedIn, Instagram, TikTok, est un avocat qui est plus proche. Et donc, on a moins d'appréhension à aller voir son avocat ou un avocat si on sait effectivement, tiens, lui, je l'ai vu, comme tu dis, tiens, j'ai vu une vidéo il y a peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là, ça me fait penser que celui-là, il parle de façon accessible, je vais aller le voir. Ouais, non, mais c'est sûr. Et alors toi, Sophie, tu fais des vidéos. Je fais des vidéos et des posts. Et des posts. Et du coup, toi, c'est pareil, c'est la même optique de vulgarisation aussi. Alors ouais, l'accessibilité au droit, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, mais c'est aussi beaucoup démystifier un peu la profession d'avocat. D'accord, ouais. Parce que par exemple, comme tu le disais, montrer que l'avocat, il peut être là pour tout ce qui concerne le conseil et que justement, il peut éviter qu'on aille au contentieux, parce qu'un contentieux, c'est quand même beaucoup plus coûteux que faire appel à un avocat pour du conseil. Et on est dans un monde de plus en plus concurrentiel en fait, et on se doit de se différencier, on se doit de communiquer, de sortir un peu de cette zone d'ombre. En fait, beaucoup de gens se demandent ce qu'on fait au quotidien, à quoi on sert exactement, et aussi de communiquer. Moi, je vois des avocats qui communiquent, alors sans critiquer personne, mais je vois des avocats qui communiquent en communiquant des arrêts de la Cour de cassation, etc. Mais c'est pas comme ça qu'en fait on sensibilise les gens. C'est en parlant normalement, ne parlant pas comme si on était entre juristes. Et moi, c'est vraiment ça qui me tenait à cœur, c'était de vulgariser le droit, de le rendre plus accessible, de démystifier la profession d'avocat en montrant que oui, on n'est pas complètement étriqué dans notre bureau à compter les honoraires. Enfin voilà, c'est pas ça être avocat en fait. C'est plein de choses et c'est vraiment ça qui me tenait à cœur. Ouais, puis au final, le droit, il est partout, en fait. Le droit, il est partout, ouais. Ouais, dans notre quotidien. Ouais. Et c'est vrai que, alors justement, c'est en train de changer en partie, grâce à vous, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait comme une certaine distance quelque part entre l'avocat et son client. Et c'est vrai qu'on voyait pas forcément dans quelle situation un avocat pouvait être pertinent ou pas. Et j'ai l'impression que, alors déjà, c'est en train de changer forcément avec les nouvelles générations, etc. Mais je trouve que moi, pour parler, parce que toi, t'es en droit commercial, je trouve que les experts comptables, ils ont plus ce réflexe justement de
sortir un peu plus, on va dire, de leur zone de confort quelque part? Je sais pas, parce que en fait, l'expert comptable, c'est le premier interlocuteur en général des entreprises, parce que c'est obligatoire, clairement, on peut pas s'en passer. Une comptabilité. Et du coup, en fait, ça devient vraiment le référent de l'entreprise pour toute question, que ce soit en matière, je sais pas, de prévoyance ou en matière juridique pour nous. Mais ils font pas forcément d'efforts. En fait, ça se fait naturellement. Enfin, j'en connais qui font des efforts, mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent plus d'efforts que nous. Mais c'est juste qu'en fait, ils sont bien placés. Ils sont bien placés, tout à fait. Donc, c'est vraiment le premier interlocuteur. Donc, ils sont déjà dans l'entreprise, en fait, au final. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un apporteur d'affaires assez important. Oui, alors, eux, ils peuvent faire du conseil aussi. J'ai vu, maintenant, ils ont le droit, effectivement. Mais bon, après, c'est pas forcément leur métier, quoi. Ils sont pas hyper forts, pas toujours très pointus sur le sujet. Moi, je sais que des créations de sociétés assez classiques, je pense qu'ils peuvent s'en charger. Oui, voilà, t'estimes que t'as pas de plus-value sur quelque chose de très classique. Après, ça arrive aussi de rattraper quelques boulettes, mais bon. Mais voilà, il y a des choses qu'ils peuvent faire. Et alors, donc, vous communiquez aujourd'hui toutes les trois. Et alors, ça serait bien de savoir un peu par où vous avez commencé un peu chacune au niveau de la communication. Et après, si vous deviez conseiller à quelqu'un, à un avocat qui nous regarde, ou même des fois, il y en a certains qui commencent à communiquer alors qu'ils sont encore qu'en fac de droit, etc. D'ailleurs, c'est très bien. Par où vous pensez qu'il faut commencer aujourd'hui? Alors j'aimerais savoir déjà par où vous avez commencé et ce que vous pensez aujourd'hui, par où il faudrait commencer au niveau de la communication. Oui. Alors moi j'ai commencé en période Covid. Vous savez, cette période où on était tous il y a beaucoup de monde qui a commencé avec Marie et enfants, et moi j'ai vraiment cru que que mon activité allait péricliter, parce que je faisais essentiellement du contentieux à l'époque, et j'ai appelé tous mes clients. Alors les clients entreprises me disaient on ne sait pas si on sera capable de vous payer, on ne sait pas si on survivra à cette période, donc arrêtez ce que vous faites pour nous. Et les particuliers, eux, ils avaient le temps, en fait. Ils avaient le temps. Il n'y a eu pas de date d'audience, puisque contrairement à ce qu'on nous a dit avec la justice pénale qui fonctionnait à cette période-là. Donc, je me suis dit, mon activité va péricliter, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis retournée sur LinkedIn. J'avais 300 abonnés à ce moment-là. Je n'y allais jamais. Et je me suis dit, je veux discuter avec des professionnels de l'immobilier, mon domaine. Et puis, j'ai commencé à demander des personnes en contact, et je me suis rendu compte que ça posait problème. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils s'imaginent qu'un avocat prend contact avec eux pour essayer de retirer des informations. Je trouvais que c'était pas pertinent. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'élargir mon réseau, c'est certainement de commencer à véritablement communiquer, à partager. Système de je donne, je reçois. Donc je vais donner, et ça va attirer à moi un certain nombre de personnes, et on va pouvoir échanger. C'est comme ça qu'est née la première vidéo. La première vidéo, je l'ai tournée au mois de juillet sous un soleil de plomb chez moi. J'ai mis 2 jours à la tourner. Elle est toute pourrie, faut le dire. Mais c'était le début de l'aventure. Et puis, j'ai fait des rencontres pro sur LinkedIn. Un jour, il y a le fondateur du groupe Les Petits Génies de l'Immobilier qui est venu à moi, qui m'a dit c'est super qualitatif ce que vous faites. Ce que je vous propose, c'est de publier dans ma ligne éditoriale tous les mercredis à 18h, si ça vous tente. J'ai trouvé que c'était sympa, ça ne m'imposait pas de travail supplémentaire. Et donc voilà, maintenant, ça fait 3 ans. J'en suis à la 176e vidéo. Et aujourd'hui, je n'imagine plus ne pas communiquer. C'est comme se lever le matin et emmener les enfants à l'école. Ça fait partie des choses qu'il y a à faire dans une journée. Moi, faire une vidéo, c'est une chose à faire 1 fois par semaine. Donc, je le fais, je suis ravie de ça, parce que au-delà du fait de vulgariser le droit, de le rendre accessible, de semer des graines, il y a aussi mon aspect communication, c'est-à-dire que ça attire à moi un certain nombre de personnes, ça attire à moi des personnes qualifiées, donc qui ont véritablement besoin de mes services, ce qui fait que ça me fait gagner un temps considérable. J'ai plus de travail de qualification de prospects à faire. Et il y a quelque temps, on m'a dit c'est formidable de vous voir en vidéo, parce qu'on s'imagine déjà la façon dont vous plaidez. Donc les personnes voient déjà si ma personnalité match avec eux ou pas. Moi, j'ai des critères pour ma clientèle. C'est il m'apporte un dossier d'immobilier, évidemment, et de préférence assez technique. Moi, j'adore les sacs de nœuds. Et le second sujet, c'est d'avoir de l'humour. Donc, le client doit avoir de l'humour, et il doit aimer le mien.
Ah. Et si c'est le cas, on sait qu'on va bien s'entendre. Enfin, on sait très bien qu'une relation avec un avocat, ça dure plusieurs mois, même si c'est de la négociation. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, ça peut durer des années si on est en procédure. Si on s'entend pas bien, c'est compliqué. En tout cas, moi, je travaille pas avec des personnes avec lesquelles j'ai pas un bon feeling. Donc aujourd'hui, si je devais recommencer, je recommencerais de la même manière, alors avec tout ce que je sais évidemment. Donc je mettrais plus 2 jours à tourner une vidéo toute pourrie. Et moi, je conseille à tous les confrères de faire ça. Alors il y en a à qui ça fait peur la vidéo. Moi, je trouve que la vidéo, c'est hyper simple. C'est ça qui est un peu votre bizarre, caméra, je trouve, ça entre part. guillemets, dans le sens où, enfin, quand même plaider, enfin, on plaide quand même devant une grande assemblée, enfin, il y a du monde quand même. Donc, la vidéo, enfin, honnêtement, moi, je préfère être ici à 4 en train de tourner devant des caméras plutôt que d'être devant, enfin, dans une salle d'audience à plaider. Mais c'est vrai bon, après, je pense que c'est aussi une question d'habitude, forcément. Mais il y a cette petite appréhension de la vidéo, alors que pourtant, une plaidoirie, c'est assez confidentiel, hein. Bah, c'est assez ça dépend, oui. Enfin, moi, j'imagine toujours forcément l'avocat pénaliste, forcément. Un avocat pénaliste en cour d'assises, il y a du monde, quand même. Non, mais une plaidoirie, tu te vois pas, alors qu'une vidéo, tu te vois. C'est ça aussi la On différence. n'est pas obligé de regarder après, mais. Vidéo, enfin, La plaidoirie, tu vois pas. Enfin, après, faut faire le montage quand même, donc on est Oui. obligé de se regarder. Et donc, alors toi, t'as commencé sur LinkedIn, mais du coup, moi, souvent, je vois tes vidéos, mais je sais pas, tu fais des posts aussi, Alors, en fait, moi, je communique normalement 3 fois par semaine. Ouais. Le mardi, je fais les vidéos. Le jeudi, je suis plus sur ma vie quotidienne d'avocate. Et le vendredi, je fais les mots de la justice, qui est un petit carrousel à destination humoristique pour expliquer simplement des mots de la justice. Ok, c'est bien, au moins t'as différent. Mais du coup, que sur LinkedIn, enfin, même tes vidéos, tu publies. Alors, les vidéos, je les republie sur YouTube. Ouais, donc, Ça permet de favoriser le référencement naturel, et même des personnes qui sont pas sur LinkedIn peuvent qui trouvent sur Google directement la vidéo. Et du coup, sur ton site, tu les republies aussi ou pas? Oui. Ouais, parce que je pense, enfin, pour la référencement naturel, c'est mieux effectivement qu'il y ait la vidéo et le texte. Enfin, c'est ça. idéal. Sur mon site internet, il y a les deux versions. Il y a la version écrite et il y a la version vidéo. Et là, ça renvoie vers YouTube. Et du coup, pour l'instant, pas de short TikTok ou Instagram ou YouTube Short d'ailleurs maintenant. Je comprends pas Instagram et TikTok. Enfin. C'est pas mon domaine, j'ai pas de compte TikTok, j'ai pas de compte Instagram. Entre guillemets, faut se lancer. Après, il y a des outils qui permettent de publier sur les différentes plateformes. Moi, personnellement, moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que moi, enfin, TikTok, bon, moi, je l'utilise à titre personnel, TikTok, honnêtement. Mais je veux dire, je publie mes vidéos shorts directement sur TikTok, sur Instagram, j'y vais jamais, mais bon, bref, je publie aussi sur Instagram. LinkedIn, par contre, effectivement, moi, j'écris mon post, etc. J'investis un peu plus sur LinkedIn parce que c'est un réseau qui me plaît davantage que les autres. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi des questions d'affinité. Mais je me dis, ça peut être bien, surtout quand on est dans une démarche de vulgarisation, de se dire, voilà, j'ai envie de rayonner un maximum et je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, enfin voilà, même sur Facebook d'ailleurs, ça pourrait être, enfin voilà, on peut avoir comme ça, grâce à certains outils qui permettent de publier comme ça en mode multiplateforme. Enfin bref. Voilà. Et donc toi, Sophie, alors toi, tu fais des vidéos. Alors moi, j'ai commencé par là ou pas non, j'ai commencé sur Instagram grâce à l'influence un peu d'une copine qui publiait pas mal sur les réseaux et qui a commencé assez tôt en fait en 2017. Alors elle vit à Londres, donc c'est pas le même marché et qui est juriste et qui s'est reconvertie justement elle forme des gens en fait, elle forme des avocats à développer leur clientèle sur LinkedIn. Okay. Et donc elle a commencé comme ça et à chaque fois on en parlait, etc. Et moi en fait j'ai commencé vraiment au début, je m'amusais. Je reprenais un peu, je me rappelle que j'avais fait une mise en demeure version burger avec toutes les étapes de la mise en demeure sous forme d'ingrédients. Enfin, ça me faisait rire en fait. Je faisais des petites infographies comme ça. Et après, j'ai commencé, donc j'étais encore collaboratrice. Donc au début, c'était un petit peu, j'avais pas forcément le temps, etc. Et après, quand je me suis lancée à mon compte, donc j'avais un petit peu continué. Et quand je me suis lancée à mon compte, j'ai vraiment fait augmenter un petit peu la cadence. Et j'ai vraiment pris goût. Donc j'ai commencé à faire des posts. Là, j'étais encore sur Instagram, des posts, et j'ai pris goût à vulgariser un peu le droit, à ne pas dire par exemple, vous devez avoir des CGV, c'est obligatoire, à plutôt dire comment protéger ta trésorerie grâce à des CGV, voilà, à essayer d'avoir cet aspect pratique. Et en fait, je trouve ça super
Enfin, super amusant parce que ça nous force, c'est comme une nouvelle matière en fait. On retourne à l'école et on essaye d'avoir ce côté pratique parce que nous on est vraiment dans le droit et comprendre un chef d'entreprise, c'est pas du tout forcément, c'est pas du tout facile. Et après je suis allée sur LinkedIn, donc j'ai un peu brisé cette barrière parce qu'au début on a tous peur, on se dit qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et j'avais besoin de communiquer un peu sur aussi mon parcours. Moi je viens j'ai fait un bac professionnel secrétariat et après j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocate. Donc j'avais besoin aussi de montrer cette ascension sociale qu'elle existe. Et voilà. Et donc du coup, et après je suis retournée sur Instagram. Donc pendant un moment j'étais que LinkedIn et je suis retournée sur Instagram en me disant je vais faire des vidéos sur Insta. Je vais essayer de les mettre aussi sur LinkedIn. Je me cherche un petit peu encore. Donc j'ai pas une routine bien rodée comme toi. Mais voilà, c'est un peu vidéo et post. C'est mes deux. Et du coup, alors sur Instagram, tu faisais des posts, mais c'était des posts écrits, du coup. Je faisais des carousels. Ah, des carousels. Ouais, okay. ouais. Alors moi après, c'est vrai que j'utilise très peu Instagram, donc moi j'ai toujours cette vision d'Instagram avec la photo. Bon, maintenant il y a la vidéo aussi qui se développe bien, mais c'est vrai qu'effectivement il y a les carousels qui sont envisageables. Et donc si demain tu devais recommencer, globalement tu referais un peu tu ferais les deux en même temps. Parce que j'aime bien le côté léger d'Instagram. Ouais. J'aime bien faire une journée avec moi où je me filme, je vais en audience. C'est vrai que c'est sympa, ça. Et tu sais, je me prends trop pour une Instagrammeuse, je mets des musiques un peu comme d'autres Instagrammeuses que je suis mais qui sont pas du tout avocates. Donc j'aime bien ce côté un peu fun, un peu marrant, un peu tendance, etc. Et j'adore le côté beaucoup plus enrichissant de LinkedIn. Pour le coup, je trouve que c'est une plateforme assez qualitative. Et voilà, j'aime bien publier sur les deux. Vraiment, je me verrais pas à choisir entre l'une des deux. À choisir, je pense que je choisirais quand même LinkedIn. Mais j'aime beaucoup le côté fun d'Instagram. Ça me manquerait. Bon, après, il peut y avoir ce côté fun aussi sur LinkedIn. C'est vrai que c'est un peu plus. Je sais pas si ça intéresserait quelqu'un Enfin, si, ça pourrait intéresser quelqu'un, mais c'est pas pareil. C'est pas le même rendu. T'as des trends en fait sur Insta que tu peux pas forcément reprendre sur LinkedIn. Je trouve que c'est différent, mais ça se complète bien. Et pour le coup, sur Instagram, je m'adresse plus à des entrepreneurs et sur LinkedIn, plus à des TPE, PME. D'accord. C'est pas la même cible, en fait. C'est pas la même communication. Enfin, même si je duplique souvent mes posts, mais l'idée, c'est pas de m'adresser à la même personne. Ouais, tout à fait. Puis après, moi, je trouve l'avantage de LinkedIn, c'est que, en tout cas, pour communiquer vis-à-vis de ses confrères, parce que les confrères apportent quand même de la clientèle. En tout cas, ceux que je connais, moi, qui fonctionnent bien sur LinkedIn, souvent c'est ça. Ils me disent, moi, ça m'apporte pas de clients directs ou alors quelques-uns, mais de manière ponctuelle. Ils disent, par contre, le gros apport, effectivement, c'est que je suis connu maintenant sur la place et les confrères m'envoient des dossiers. Donc c'est ça et je pense que LinkedIn, c'est à mon avis le meilleur réseau social pour parler à ses confrères, justement, parce que je pense qu'Instagram et même tous les autres, c'est beaucoup plus dilué en fait au final. Il y a beaucoup de confrères sur Instagram aussi. Ouais, mais c'est peut-être plus dur de les toucher, non je sais pas, moi j'ai une copine, pour le coup, qui publie pas mal sur Insta et qui me dit qu'il y a beaucoup de confrères qui lui envoient des dossiers. Après, mais elle a peut-être beaucoup de visibilité, non Ouais, et puis surtout, c'est sa matière, en fait. Elle fait des procédures collectives et c'est pas forcément... moi, je connais pas énormément de personnes qui en font. Ouais. Elle est un peu nichée, donc voilà. Mais grâce à Instagram. Ouais. Oui, non, après, il y a pas un réseau social qui est moins bien, etc. C'est juste que je trouve que LinkedIn, l'intérêt, c'est que voilà, on sait que la personne est avocate puisqu'elle l'a mis dans l'intitulé de poste, alors que sur Instagram, il peut y avoir des comptes perso. Enfin, c'est un peu plus. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, tous les réseaux sont bien en soi. Il faut juste, je pense, faut aimer en fait le réseau sur lequel on est. Et alors toi, Sonia, du coup, sur quoi Moi, j'ai commencé sur LinkedIn il y a longtemps parce que c'est un réseau qui me plaisait. Il y avait Viadeo même avant. Ouais. Ça, c'est français, je crois, Viadeo. Oui, c'est français. Oui, absolument, qui était une bonne manière de réseauter. Après, il y a eu LinkedIn, dont je me suis vraiment attachée à LinkedIn. Et c'est vrai que c'est quand même le Covid qui a fait que j'ai réfléchi à une autre communication, que j'ai réfléchi au podcast, que j'ai réfléchi aux vidéos. Donc moi, je fais des vidéos, mais où je ne me filme pas. C'est quoi comme j'ai des vidéos qui sont explicatives. Avec une voix off, du coup, non, plutôt des images et du texte qui explique par exemple la médiation en 1 minute, qui explique la contribution pour les enfants en 1 minute, etc. Donc j'avais créé une chaîne YouTube, alors qui n'est pas la chaîne aujourd'hui que j'ai créée pour le cabinet, puisque c'était quand j'étais individuelle. Mais donc je repostais ça après via LinkedIn. Et ce que je trouvais intéressant dans LinkedIn, c'est le côté effectivement professionnel. J'étais une des premières à faire des infographies très très calibrées dans l'explication, dans la pédagogie, dans le langage clair. Et ça m'a rapporté effectivement beaucoup de nouveaux entrants et beaucoup de confrères.
Et je suis d'accord avec toi, c'est le côté aussi qualitatif qui fait que les confrères se disent, tiens, en droit de la famille, je connais pas tellement de confrères, il y en a quand même beaucoup en droit des affaires qui sont sur LinkedIn, un petit peu moins en droit de la famille. Et puis, donc ça, j'ai développé le podcast pendant beaucoup le Covid. Je suis comme toi, mon premier épisode... Alors le son est pas terrible, on entendait les grillons derrière, j'étais en vacances aussi, je me dis mais alors on entend du bruit, je me suis dit au secours, mais bon voilà, j'ai fait quand même 2 saisons avec des épisodes de 30 minutes et les gens sont effectivement venus me dire tiens c'est sympa parce que c'est que 15 minutes, c'est une petite explication de texte avec du vocabulaire simple sur les modes amiables. Et après, je me suis mise à Instagram. J'avais déjà un compte perso et donc j'ai mis un compte pro. Et je trouve que c'est plus compliqué. C'est ce que tu dis. On arrive moins à faire du très professionnel. En tout cas, il n'y a pas de retour. Alors que LinkedIn, il y a du retour tout le temps, à la fois par les confrères, par d'autres professions, par des clients. J'ai des clients qui m'envoient d'autres clients et qui me taguent en disant tiens voilà, et donc ça je trouve ça sympa. Pour l'instant Instagram pas. Alors je sais que d'autres consoeurs que je suis, on se suit, mais je vois pas vraiment le retour sur d'autres sujets que ceux de la vie quotidienne, effectivement, qui peuvent intéresser, mais je vois pas l'apport professionnel, entre guillemets. Ouais. Ça doit être moins direct, toi, en fait. Ouais, c'est peut-être moins direct. En même temps, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que les gens ont envie de savoir ce qu'est la vie d'un avocat, qu'on n'est pas derrière notre bureau, qu'on va plaider, qu'on peut avoir des trucs fun. Je sais pas, nous, on fait pas mal de petits trucs au cabinet. Alors, il y a l'anniversaire de l'une, impôt, parce qu'on a réussi un dossier, machin, et les gens se disent, c'est quand même plus sympa que, effectivement, d'être complètement coincé. Finalement, ils sont humains. Mais voilà, donc ça donne cette image, mais c'est vrai que communiquer du coup des choses plus sérieuses, je ne sais pas si ça a un impact. Voilà, alors moi je fais 2 types de posts, je fais effectivement des petites vidéos, des petits reels sur Insta, et puis après je mets mes carousels que je mets sur LinkedIn, mais je vois qu'il y a beaucoup plus d'impact sur LinkedIn. Je fais pas du tout TikTok, alors j'ai eu un truc très sympa quand le CNB avait fait la rentrée des avocats là, au mois de septembre, il y avait un module sur les réseaux sociaux, et était venu parler un des confrères qui ne fait que TikTok. D'accord. Qui est très connu. Avocat pénaliste Avocat pénaliste, ouais. Et il nous a fait mourir de rire. Alors, pas du tout le CNB, c'était assez comique, parce que vraiment, il y avait complètement des gens contre ce qu'il faisait. Et en même temps, moi, je suis allée voir ses vidéos plein de fois, et je trouve qu'il rend l'avocat humain. Il n'est pas forcément en robe, il est devant l'Assemblée nationale, il explique l'Assemblée nationale, etc. Et il dit, voilà, sur TikTok, moi, j'ai énormément de vues, énormément de clients qui viennent par là. C'est un autre canal de communication. Lui, il est très à l'aise avec. Moi, c'est sûr que je n'ai pas envie de communiquer par ce biais-là. D'abord parce qu'il faudrait que je sache qui est la clientèle TikTok. Et je ne sais pas si c'est ma clientèle. Honnêtement, je pense qu'il y a tout le monde. Parce que moi, je regarde, et j'ai même des fois des personnes de 50 ans, voire plus, qui regardent. Enfin, je veux dire, je pense qu'au début, je pense que c'était vraiment les jeunes, et puis au final, voilà. Mais est-ce que pour autant, ça enclenche, entre guillemets, une envie d'aller voir un avocat si on a un problème? C'est ça. Je pense que c'est plus dilué, mais un peu comme Instagram, où il faut déjà avoir une belle visibilité, je pense. Alors que sur LinkedIn, je trouve qu'avec déjà un réseau de 300-400 personnes, on commence déjà à avoir il se passe quelque chose. Alors je pense que sur Instagram ou TikTok, il faut déjà avoir genre 10 000 followers. Enfin voilà, il faut. Je pense que c'est ça en fait la différence, comme c'est plus dilué. Mais le retour n'est pas instantané. Alors, oui, voilà, le retour, de toute façon, dans rien. Et puis après, Facebook, c'est plus grand public. Je l'ai utilisé notamment pour, entre guillemets, comme j'ai une marque, entre guillemets, de médiation. Je l'utilise plus pour la médiation parce que je pense que c'est plus adapté au grand public. Je vois pas. Parce qu'après, en droit de la famille, pour le coup, même en droit immobilier, voire même en droit commercial, je veux dire, les clients, en fait, ils sont partout. Oui, bien sûr, ils sont partout. Ouais, voilà. Ils sont sur tous les réseaux, et donc, parce que la stratégie de beaucoup de monde, d'ailleurs, c'est de dire, je vais un peu toucher tous les réseaux. Et c'est quoi un peu votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut être, entre guillemets, partout, ou est-ce qu'il faut moi, je pense qu'il faut choisir ses batailles, notamment juste en termes de temps, en fait. On peut pas, malheureusement, complètement. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut qu'on travaille parfois, quand même, ça nous arrive. Donc, Et puis moi, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on vient chercher. Est-ce que c'est bien de faire des millions de vues, mais si c'est pour avoir 60 ou 70 demandes de consultation gratuites derrière qui ne débouchent jamais sur rien, il faut juste rappeler qu'on ne peut pas faire que des consultations gratuites parce que effectivement, il faut qu'on travaille, il faut qu'on paye tout ce qu'on a envie de payer. On a toute la production qui va derrière. Voilà, il y a toute la production à faire et qui doit être
doit être rentable. On est des chefs d'entreprise. Hein. Donc, moi, je communique sur LinkedIn parce que c'est un réseau pro, parce que je veux parler à des professionnels de l'immobilier, à des syndics, à des promoteurs, à des gestionnaires locatifs. Moi, ça m'était jamais venu à l'idée d'aller sur TikTok. Alors, peut-être que ça générerait une clientèle de particuliers, mais je ne sais pas si je serais à l'aise sur un réseau pareil, et j'aurais pas envie d'être rattrapée constamment par tiens, j'ai une petite question et autres. Enfin voilà, je trouve que c'est un sujet et j'aurais plus peur que ça m'arrive sur Instagram. Ce qui est sûr par exemple, pour prendre le cas de TikTok, ce qui est sûr en fait, c'est qu'il faut investir quand même du temps sur TikTok, dans le sens où il y a beaucoup de commentaires, en fait, ça arrive quand même assez facilement. Et il faut prendre le temps de répondre, machin. Enfin voilà, forcément, il faut pas, comme dans tout, hein, faut passer du temps entre guillemets pour que la communauté prenne et que ça commence vraiment à se développer. Et donc, moi, je suis plutôt, a priori, on a tous un peu le même avis sur le fait qu'il faut cibler un peu ces canaux, même si aujourd'hui, alors moi, je vois par exemple, je publie moi sur LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube Short du coup, enfin YouTube Short. Mais au final, j'automatise et en fait, je vois bien que les réseaux qui se développent le plus, c'est là où je passe le temps. Enfin, là où je passe du temps. Typiquement, LinkedIn, c'est un réseau pour moi où je me développe bien, mais parce que j'investis du temps dessus. YouTube, c'est via plus mon référencement naturel, donc mon site web. Donc c'est pareil, je passe du temps dessus. Donc, mais c'est vrai que si on prend mon compte TikTok ou Instagram, je crois que TikTok, alors Instagram, j'ai regardé, je crois que j'ai 4 followers, je crois, il me semble, sur le compte. Et TikTok, je crois que c'est à peu près pareil. J'en ai avoir 6 ou 7, quoi. Enfin, voilà, pour dire qu'en fait, c'est bien beau de vouloir publier, etc. Mais en fait, si on n'est pas actif. Oui, c'est ça. Et si on produit pas, en fait, je pense aussi, il faut produire du contenu aussi, qui correspond au réseau. Oui. Parce que moi, je publie du contenu qui est un peu plus calibré pour YouTube et LinkedIn. Pas trop du coup pour Instagram et TikTok. Et donc au final, je vois bien sur TikTok, je plafonne très vite à 200 vues. En gros, en général, en gros, c'est l'algorithme qui teste ma vidéo sur 200 personnes, j'ai 200 vues et après ça s'arrête. Il y a quelques vidéos des fois qui vont à 1000, 2000, mais voilà, je veux dire, c'est vraiment anecdotique. Et Instagram, c'est pareil. Souvent quand je regarde mes stats, j'ai genre 10 vues, 15 vues. Donc je pense qu'effectivement, il y a un vrai intérêt à se dire en gros, je prends un réseau social que j'aime et je vais à fond dessus parce que c'est ce réseau-là qui fera que les choses vont se développer. Et alors là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup réseaux sociaux. Alors il y a quelque chose qui se développe, qui est assez ancien en fait au final. La newsletter, vous en faites ou vous voulez en faire Quel est votre avis un peu là-dessus? Alors moi, je vais vous donner mon avis là-dessus, qui est négatif. Moi, j'en fais pas parce qu'en fait, moi, j'en fais pas parce que moi, ça m'est arrivé de m'abonner à des newsletters. Bon, maintenant, j'ai tendance à me désabonner de tout, mais parce que effectivement, moi, comme ma boîte mail, c'est mon travail, donc j'ai mes clients qui m'écrivent sur ma boîte mail, et moi, je cherche, en tout cas, j'aime être très réactif pour mes clients. J'aime leur apporter vraiment une réponse assez rapide. Alors, c'est pas dans la minute, mais je veux dire, j'aime bien répondre dans les 2-3 heures pour être efficace, et j'ai pas envie d'encombrer ma boîte mail avec des newsletters, etc. Souvent, que je lis même pas d'ailleurs, parce que en fait, je la parcours très vite, la newsletters, et puis finalement, je regarde pas le contenu profond qui, en soi, normalement, devrait m'apporter quelque chose. Donc vous, c'est quoi? Parce que vous, en plus, vous avez des métiers où, voilà, la boîte mail, et c'est pareil, c'est quelque chose, j'allais dire, un peu sacralisé. En tout cas, vous avez un flux d'emails qui, je pense, est important, ouais. Très important. Alors, moi, pas du tout de newsletter. Alors, moi, je trouve, en tout cas, pour ma clientèle, qui est donc que des particuliers, je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est bien plus intéressant d'avoir effectivement une communication ciblée sur LinkedIn. Et je rebondis sur ce que tu disais. Nous, on fait des posts très différents. C'est à la fois les traits juridiques que tu critiquais, parce qu'effectivement, c'est quand même à l'attention des confrères qui nous envoient des dossiers et qui voient que du coup, on est quand même assez pointu dans les matières que l'on traite. Et nous, on a quand même des gros dossiers avec du gros patrimoine compliqué ou des liquidations compliquées. Donc, c'est quand même naturellement des confrères qui vont nous envoyer des clients. On a aussi le côté très, on va dire, classique, l'avis du cabinet. Et puis après, on a des postes plus explicatifs, le langage clair, des carousels, etc. Donc, je trouve que la newsletter n'est pas du tout adaptée à mon type de clientèle. Je préfère me concentrer sur... Je trouve aussi que les newsletters, on s'impose quelque part. On s'impose dans la boîte mail de quelqu'un, alors que quelqu'un qui va sur LinkedIn, il a envie de consommer du contenu. Donc, Et comme nous, nos carousels sont téléchargeables, qu'on les retrouve sur notre site, je trouve que du coup, il y a du contenu. Et comme tu dis exactement, c'est pas imposé, on vient chercher l'information quand on en a besoin. Et moi, je trouve ça assez intrusif, effectivement, les newsletters. Alors, tu t'abonnes parfois par obligation, mais en fait, j'en lis quasiment pas. J'en reçois peut-être
20, 30, et je dois en lire 2 vraiment entières, les autres je les parcours, et en fait ça encombre la boîte mail, tu as tout à fait raison, et on en a déjà tellement Après, moi, c'est ma vision. Après, je sais qu'il y en a qui sont très, très newsletters. Alors, toi, tu fais du droit commercial. C'est peut-être plus des pros. Est-ce qu'ils... Non, moi, je suis abonnée à pas mal de newsletters, mais j'avoue qu'il faut qu'elles soient très courtes, sinon je les lis pas. Quoi. C'est horrible, mais on lit beaucoup déjà dans notre métier, donc on n'a pas forcément parfois envie de se rajouter de la lecture. Et puis, non, moi je trouve ça un peu ennuyeux les newsletters, pas assez. Ça revient un peu au goût du jour, je trouve. Pas assez on entend interactif. de plus en plus parler. Il y a eu une période très longtemps. En fait, quand on avait des mails, très vite les newsletters sont arrivés. Et puis il y a un moment où c'était un peu tombé en désuétude. Et là, j'ai l'impression que ça revient. Je l'avais envisagé à un moment et je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie de... Parce qu'après, il faut la produire aussi. Enfin, je veux dire. Exactement. Ouais, et puis c'est pas ce que j'aime le plus consommer. Moi, c'est un exercice que je suis en train de procrastiner gentiment depuis quelques mois. Ouais. Vu ce que vous venez de dire. Non, bah après. Encore un petit peu. Après, franchement, il y a des gens après, qui... ça vaut peut-être le coup de faire une enquête auprès de tes clients si on demande de ça. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que LinkedIn... moi, j'ai que la version gratuite de LinkedIn. Et que un jour, on peut être banni parce qu'on a fait quelque chose de pas bien ou pour une quelconque raison. Et le fait d'avoir une newsletter, ça permet de récupérer des adresses mail et d'avoir un réseau solide qu'on n'a pas sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Après, la newsletter, effectivement, c'est du temps à produire. Donc, une fois que j'ai fait tout le reste, ça serait bien que je fasse un petit peu un boulot d'avocat. Et que j'ai une vie en dehors aussi. Voilà, c'est ça. Et puis après, oui, qu'est-ce qu'on met dans la newsletter ? Alors, moi, si j'en faisais une, l'idée, ça serait de mettre l'accent sur un sujet juridique pointu, mais en même temps, de m'adonner à un sujet qui me plaît bien, à savoir... l'humour, la dédramatisation. Pour moi, ça, c'est un sujet aussi. Je dis souvent à mes clients, on va redescendre un peu, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je demande souvent à mes clients comment ils vont, vos enfants, votre mari. Ouais. Et une fois qu'ils m'ont dit ça, d'accord, bon, maintenant, on va en venir au sujet pour lequel vous êtes venu me voir. Oui, ça vous embête, mais à côté de ça, vous allez bien. Ça permet déjà de redescendre. Donc, je pense que sur la newsletter, j'irai dans ce genre de sujet. Après, effectivement, sur LinkedIn, j'apporte déjà des sujets humoristiques. J'explique déjà comment je travaille, ce qui m'arrive dans ma vie. Je parle déjà de sujets juridiques. Est-ce qu'il y aura une vraie plus-value ? Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'en fait, au final, avec l'algorithme, on voit pas passer tous les posts. Enfin, on est connecté à quelqu'un, mais on voit pas passer toujours les posts. Est-ce que justement, la newsletter, ça peut pas être un complément en se disant, abonnez-vous à ma newsletter, vous êtes sûr d'avoir le contenu Alors, est-ce que je publie ? On fait pas plutôt abonne-toi à mon compte LinkedIn pour être sûr de rien louper ? Non, parce que justement, le LinkedIn, je trouve qu'il y a des périodes où, entre guillemets, on a tous les posts de quelqu'un, et après, pendant une période, on se dit, il publie plus, et en fait, on va sur son profil, si, en fait, il publie, mais je ne vois rien passer, en fait. Il y a ce problème de l'algorithme aussi, des fois. Oui, ça évite les caprices de l'algorithme. Après, si c'est pour recevoir une newsletter périodiquement dans sa boîte mail et j'ai jamais la lire. Ah oui, non, mais ça, après, c'est sûr. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui la lisent quand même. J'espère. Oui, je pense. Mais je sais pas le taux de... Moi, je commence à suivre les newsletters de plusieurs confrères. Je vais attendre de voir comment ça se passe. Mais surtout, c'est à destination de qui ? C'est des confrères que tu suis, est-ce que c'est à destination d'autres confrères ? Non, c'est à destination de leur clientèle potentielle. Ok. Enfin, il y en Parce a qu'il y a le qui contenu, effectivement, qui communique directement auprès des artisans. Elle vient de lancer sa newsletter. J'attends l'épisode 1. On verra ce que ça donne. Et il y a un autre confrère, lui, qui communique auprès des artisans du BTP. J'avoue, je suis abonnée, je ne suis pas encore allée voir. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les confrères fonctionnent. Hein. Sur LinkedIn, tu parlais de ces confrères qui acquéraient de la visibilité auprès d'autres confrères, mais qui ne convertissaient pas. Moi, je ne sais pas comment je me débrouille. J'acquiers une visibilité limitée auprès de mes confrères. En revanche, je convertis. Ouais, après, différents. Après, je pense, oui, ça dépend de la clientèle, etc. Mais ça dépend aussi des posts qui sont publiés. Je pense aussi, il y a aussi ce côté-là où, effectivement, quand on publie la jurisprudence, je pense que là, on touche plus de confrères que de clients. En fait, moi, je pars de cas concrets. Je vais commenter dans mes vidéos des décisions de la Cour de cassation. Mais tu vas la rattacher. Voilà, moi, je raconte des histoires. Ouais. J'adore raconter des histoires, de préférence vraies. Et je dis, voilà, dans quelle situation se sont retrouvés monsieur et madame Truc qui ont voulu faire construire la maison de leurs rêves. Donc, c'est tourné
comme tu disais tout à l'heure, vers le concret. Alors que les confrères que je vois, il y en a un notamment, il publie ces chiffres chaque année en disant j'ai une visibilité auprès de confrères, mais je ne convertis pas du tout. Et en fait, il va nous parler essentiellement de procédures. Donc, c'est passionnant parce qu'il nous dit des choses dont on n'avait pas conscience, qu'on n'avait pas vues. Mais effectivement, ça reste très technique. Oui, non, mais je pense que oui, il y a les posts. Après, il y a la stratégie de certains. Bon, voilà. Après, et puis il y en a beaucoup aussi qui, enfin, sur LinkedIn, il y en a qui, enfin, je suis toujours étonné. Hein, des fois, il y en a qui publient, on va dire, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois, ils ont des posts, mais enfin, 200 000 vues, enfin, vraiment des trucs impressionnants. Et après, ils s'arrêtent. Ils trichent. Moi, je me suis Bon, dit, il y a des potes derrière pour faire 200 000 vues. Il y a des potes. Bah, ça dépend des sujets, je pense. Hein. Je pense que ça dépend vraiment des sujets. Moi, par exemple, je publie quasiment tous les jours. Et là, donc, je publie depuis 1 an et demi. Et donc, j'ai un post. J'étais heureux à plus de 200 000 vues. Ah oui. J'en ai eu un seul mais je sais pas combien j'en ai publié au total, peut-être plus de 200 au final. Hein. Moi, j'en ai eu un où j'ai eu 400 000 vues, quelque chose comme ça dans les énorme, 400. 400 000, mais c'était du storytelling, c'est ce qui marque en général. Enfin, je parlais de mon parcours et c'est ça en fait que les gens veulent en général. Moi, je crois que c'était le post, je sais plus, les avocats collaborateurs ne veulent plus travailler ou je sais pas. Ah ouais. Ça, ouais. Ben voilà. Ouais, ça. Ah, mais du coup, oui, en fait, il a bien marché parce que, enfin, moi, c'est vrai que mon réseau est très lié au domaine des avocats, etc. Mais du coup, ça a touché de manière plus large parce que du coup, il y a le monde médical qui est venu se rattacher aussi avec des médecins qui ont commenté. Enfin, je veux dire, il y a un peu, tout le monde s'est un peu rattaché à ce sujet en disant, en gros, le sujet derrière, c'était de dire, enfin, moi, c'est parce que je développais dans mon poste, mais eux se sont rattachés en mode, oui, les jeunes ne veulent plus travailler, quoi. Et donc, c'est vraiment parti sur un sujet plus de société. De génération. Voilà. Ouais. Absolument. Et c'est ça qui a fait que le poste a explosé. Mais bon, après, derrière, voilà, honnêtement, je pense pas que ça m'ait rapporté de clients, etc. Bon, ça m'a apporté une visibilité et j'ai augmenté effectivement mon nombre d'abonnés. Et justement, c'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est de se dire, on communique, etc. Mais pour quel résultat, en fait, derrière? Parce que c'est du temps. Enfin, voilà, on l'a dit tout à l'heure. En fait, pendant qu'on communique, etc., on facture pas, on travaille pas, on produit pas. Alors, moi, je communique d'une telle façon que ça nourrit mon expertise. D'accord. Ouais. Parce que je suis toujours à l'affût des dernières décisions rendues par la Cour de cassation, que je vais vulgariser dans mes vidéos. Donc, ça me fait mon travail de veille juridique pour mes dossiers au quotidien. Et ça m'arrive régulièrement de dire « Ah, là, j'ai un sujet. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il faut que j'aille revérifier si ça s'applique bien à mon cas ou pas. » Donc, ma communication nourrit mon expertise professionnelle et mon expertise professionnelle nourrit ma communication. De toute façon, je trouve que quand on enseigne, quand on enseigne quelque chose, c'est là où on apprend le mieux, je trouve. Quand on explique à quelqu'un. Et puis, comme j'ai pas envie de me faire tacler en me disant ah vous avez pas vu, vous êtes trompé, tout est blindé. Ouais, tout est carré. Il y a pas d'impro avec moi. Mais ouais, vous avez des trucs pour un peu, enfin, je sais pas, essayer, alors pister, je vais pas dire pister, mais je veux dire, je sais pas, quand quelqu'un prend rendez-vous, vous demandez par où il vient. Oui, systématiquement. Ouais, pareil, systématiquement. Ouais. Et c'est quoi, c'est prise de rendez-vous en ligne, ça vous faites ou? Oui. Toutes les 3, vous faites prise de rendez-vous en ligne? Alors, moi, je propose un rendez-vous sur Calendly, mais a priori, il est suffisamment caché pour que les gens ne le voient pas. Je remédie à ça très, très vite. Je suis en train de refaire mon site internet, donc ça sera réglé. Après, moi, mon numéro de portable, il est librement accessible sur les réseaux sociaux. Donc, chacun décide comme il a envie. Alors, j'ai des gens qui me contactent par SMS. Et là, j'avoue que ça me gêne un petit peu parce que, du coup, le SMS, pour moi, c'est synonyme d'immédiateté et c'est pas compatible avec l'exercice professionnel, l'immédiateté. Et généralement, ceux qui ont commencé par m'envoyer un texto, un quart d'heure après, là, ils m'appellent. Ouais. Vous avez vu mon texto? J'étais en train de conclure dans un dossier. Moi, c'est pas grave parce que du coup, ça permet d'avoir cette communication orale qui me permet d'appréhender si je suis l'avocat de la situation ou pas. Mais oui, chez moi, on me contacte soit par téléphone, soit par SMS, soit par mail. C'est la personne qui décide la façon dont elle est la plus à l'aise. Mais avant d'accepter un rendez-vous, j'ai toujours ce rendez-vous offert de 15 minutes pour cerner si on peut travailler ensemble ou pas. Donc, j'en reviens à mes critères de choix de clientèle, sujet de droit immobilier avec une technicité particulière, et puis l'humour. Chez moi, si on n'a pas d'humour, c'est compliqué.
Et après, il y a WhatsApp aussi qui se développe. Ouais, moi, je suis pas fan non plus des prises de rendez-vous par WhatsApp. Moi, je suis assez tradie sur la prise de rendez-vous. Nous, on a le site internet où on peut prendre rendez-vous soit avec mon associé Mathilde. Ça, c'est déjà bien quand même, prise de rendez-vous en ligne. Ouais. Déjà... Alors avec, là on est en train de modifier, mais avec effectivement l'une ou l'autre et avec parce qu'on a eu récemment pas mal de soucis avec des dossiers urgents pour les prises de rendez-vous, comme on a des agendas quand même assez chargés, donc on va se faire un module urgence aussi. Sinon, on a un secrétariat téléphonique qui prend les rendez-vous pour nous parce qu'ils ont accès à l'agenda, donc ça c'est quand même hyper pratique. Et puis, dans notre signature de mail, on a la possibilité de prendre un rendez-vous sur Calendly de 30 minutes pour effectivement qualifier ou répondre à des questions qui ne nécessitent pas forcément un rendez-vous physique. Voilà. Et justement, alors vous communiquez, mais au bout de combien de temps à peu près vous avez commencé à avoir un peu des résultats ou c'est quoi? C'est long avant d'avoir des résultats ou ça arrive assez vite? Moi, je dirais 18 mois. 18 mois, mais en fait, le temps d'attirer une clientèle sur les réseaux sociaux est pour moi pas du tout différent du temps qu'il faut quand on va dans une soirée et qu'on donne une carte. Le recours à un avocat, c'est un processus. Il faut que la personne se rende compte qu'elle a un sujet. Je ne parle pas de problème parce que ça peut être du conseil aussi. Qu'elle a un sujet qu'elle ne maîtrise pas suffisamment pour se débrouiller seule et qu'elle identifie ensuite que l'interlocuteur dont elle a besoin est un avocat et ensuite qu'elle identifie que l'interlocuteur dont elle a besoin est cet avocat qu'elle a rencontré à telle occasion ou qu'elle a repéré sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Les graines, il faut les semer. Quand vous semez des graines... je ne suis pas une spécialiste du jardinage, mais si vous semez vos graines au mois de février ou au mois de mars, normalement au printemps, vous les verrez pas émerger tout de suite. Vous n'aurez pas une belle tomate. Ouais, les tomates c'est au mois d'août, je crois. Juillet peut-être. Peut-être les radis, peut-être on peut des radis, c'est assez tôt les radis. Voilà. Donc ça prend du temps. Il faut arrêter de croire qu'on est sur Amazon, qu'on va pouvoir cliquer sur un bouton et que ça arrive le lendemain. On n'est pas devenu avocat à 10 ans parce qu'on s'est dit ma passion, ça sera d'aider les gens. On a fait un long processus de formation, on a commencé à exercer et les clients sont arrivés après. Donc, pour moi, c'est parfaitement normal que les réseaux sociaux mettent du temps à générer une clientèle et à générer une clientèle qualifiée. Donc, c'est sûr que si on fait un post, qu'on se dit j'ai fait 300 vues, vraiment les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Ouais, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est pas pour toi. Mais ça se construit. Il faut persévérer, quoi. C'est comme tout. On n'est pas arrivé le premier jour sur les bancs de la fac en disant demain je suis avocat. On aimerait, hein. Mais en fait, non, ça a pris en moyenne 5 ans. Donc les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est pas magique. Il faut persévérer, mais est-ce que vous regardez un peu les stats, etc., pour, entre guillemets, vous améliorer ou changer des choses? Ou est-ce qu'entre guillemets, c'est plus, je déroule ce que j'ai à proposer sur les réseaux sociaux? Moi, je suis pas très bonne élève parce que pour l'instant, ça fait moins d'1 an déjà que je communique de manière régulière. Je dirais que je suis pas assez régulière pour avoir un flux de dossiers grâce aux réseaux sociaux. Mais moi, c'est surtout, ça nourrit un peu mon envie de communiquer. C'est plus ça pour l'instant. Et c'est vrai que j'analyse pas trop les stats, etc. Je regarde pas. Et c'est dommage parce qu'au final, il y a quand même un intérêt derrière. Mais je pense, oui, qu'il faut regarder, ça c'est sûr. Moi, je les regarde, les stats. Tu regardes quoi comme stats le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de likes. Alors, en plus, sur LinkedIn, on parle du nombre de vues, mais c'est plutôt des impressions. Oui. Donc, c'est le nombre de personnes auprès desquelles le post est relayé, qui ne correspond pas nécessairement des personnes qui ont regardé la vidéo ou voire qui l'ont regardé jusqu'au bout. Mais comme LinkedIn change régulièrement sa façon de fonctionner, moi, il y a une époque, je faisais 10 000 vues par vidéo. Maintenant, si j'en fais 5 000, je suis ravie. Mais en fait, pour moi, le critère, c'est pas ça. Pour moi, ça, le nombre de vues, c'est de la vanity métrique. Ah, je suis contente, j'ai fait 200 vues, 500 vues, 10 000 vues, 200 000 vues. Pour moi, c'est pas ça le sujet. Pour moi, le sujet, c'est le nombre de personnes qui sont effectivement arrivées jusqu'à moi pour me dire ce que vous avez dit là m'intéresse. Pour moi, ça, c'est le seul critère. Et pour ça, il faut réussir à le mesurer aussi. Enfin, je veux dire, il faut le mettre en place, de quoi mesurer. Parce qu'après, après, on prend la métrique qu'on veut. C'est juste qu'effectivement, il faut regarder est-ce que ça apporte de la clientèle. Enfin voilà, est-ce qu'il y a quand même un retour sur l'investissement qui a été fait au final, parce que ça reste. Moi, j'ai un client dont je suis
extrêmement fière. D'abord parce que c'est une très grosse boîte. Et moi, j'ai toujours été persuadée que comme j'avais un tout petit cabinet, en gros, dans le cabinet, il y a une personne, moi, et que donc, je ne pouvais attirer que des petites sociétés. En fait, là, j'ai attiré une très, très grosse société et ils sont arrivés par moi, au départ, en me disant, on a vu vos vidéos, c'est très qualitatif, on veut que vous interveniez à notre séminaire copropriété qui aura lieu dans 3 mois. J'étais bluffée. Et c'est au départ, je suis arrivée donc sur de la formation, parce que je suis avocate et je suis également formatrice en droit immobilier. Et ensuite, quand j'avais assisté à 2 séminaires, que j'étais intervenue à 2 séminaires, il m'a confié des dossiers contentieux. Et là, je me suis dit, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Et au-delà de ça, la communication sur les réseaux sociaux, tu couperas si tu trouves que c'est hors sujet, c'est aussi la façon dont moi je me vois en tant que professionnelle. Moi aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être un avocat beaucoup plus accompli et beaucoup plus abouti que je ne pouvais l'être en 2020. Et puis, c'est aussi auprès de ma famille. Je suis intervenue dans la classe de mon fils il y a quelques jours pour présenter mon métier. Il a 7 ans. Donc il est en CE1. Quand j'ai dit aux enfants que je faisais des vidéos, ils avaient les yeux qui brillaient. Et c'est le cas aussi avec un certain nombre de personnes quand je fais du networking physique. Il y en a qui, je communique sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, d'accord, ok. Et il y en a d'autres, waouh, vous communiquez sur les réseaux sociaux, mais vous communiquez sur quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et on sent que ça me donne une posture différente de l'avocat qui n'est plus dans sa tour d'ivoire. C'est vraiment l'image que j'ai envie de renvoyer. Ça alimente ça, en fait. J'ai envie d'être cette fille qui est accessible, cette avocate qui est accessible, qui communique, qui porte des baskets, qui parle normalement. C'est ça que j'ai envie d'être. Et en fait, je m'épanouis là-dedans. C'est plus ça pour l'instant, moi, à mon stade. Je trouve qu'il faut avoir les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier sa posture, parce qu'on a quand même des obligations déontologiques qui font que malgré tout, on doit communiquer et être en conformité avec la déontologie. Donc, je trouve que c'est super bien, effectivement, de montrer l'accessibilité et en même temps de montrer la technicité parce qu'on a quand même beaucoup de concurrents, entre guillemets, dans d'autres professions. Il faut quand même qu'on montre qu'on peut être cool, mais avoir une expertise et communiquer sur son expertise et sur la façon, effectivement, de communiquer autrement sur la vie du cabinet, etc. D'abord, ça donne envie aux gens de venir. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Le fait de nous voir dans d'autres circonstances font qu'ils appréhendent moins de venir au cabinet dans un rendez-vous parce qu'ils nous ont vus dans une autre façon d'être sur les réseaux. Donc, ils se disent, tiens, je vais pas avoir peur d'elle, elle a pas l'air ni coincée, ni... En fait, voilà. Elle n'a pas l'air méchante. Je vais pouvoir lui raconter son problème, d'autant que moi, les gens me disent l'intime. Ouais. Donc effectivement, il y a aussi vrai. cette question de confiance qui est aussi importante. Ça peut être d'ailleurs en droit commercial, un peu moins en droit immobilier, mais je trouve que on doit renvoyer aussi cette image-là. Donc moi, je regarde les stats, mais l'algorithme change tout le temps, donc je ne sais pas à quel point c'est valable. Ouais, après c'est plus pour, on va dire, se repositionner au cas où. Enfin, je pense, en fait, quand on se lance sur les réseaux sociaux, moi typiquement quand je me suis lancé sur LinkedIn, je faisais 1 ou 2 likes par post, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Après, forcément, je me suis remis en cause. Je me dis en fait, c'est pas intéressant ce que je fais, machin. Donc je suis allé voir d'autres posts. Bref. Et donc ça nous amène un peu à ce qui va être notre dernier sujet, la formation. Est-ce que vous faites des formations du coup sur LinkedIn ou autre, je veux dire, qui est lié en fait à la communication? Est-ce que déjà vous trouvez que c'est important de se former? Et si oui, vous avez fait quoi ou vous vous projetez de faire quoi comme formation? Pour moi, c'est indispensable. Alors, je vous ai dit, j'ai commencé en autodidacte. La difficulté, c'est quand on ne sait pas, c'est très long. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, après, on teste des choses. Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Pourquoi ça plaît pas? Qu'est-ce qui n'était pas clair dans ce qu'on a été dit? Est-ce que ça intéresse ou pas? Moi, l'année dernière, je me suis formée au storytelling pour apprendre à raconter des histoires avec encore plus d'impact. Et ensuite, je me suis offert un coaching digital pour remettre à plat ma com et savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et ça m'a fait énormément de bien. Et là, je commence à évoluer un peu plus aussi sur plus oser dire ce que j'ai envie de dire et pas se poser la question de savoir si je vais me faire bâcher ou pas derrière. Mais pour moi, oui, la formation, elle est essentielle. De la même manière qu'on s'est formé au droit, c'est important aussi de se former à la communication pour ne pas dire, ne pas faire n'importe quoi. Alors après, effectivement, tu as raison, Sonia, il y a aussi l'aspect déontologique.
Moi, ma communication, elle a été certifiée et relue par le barreau de Paris, tout va bien. Je suis contente. Mais effectivement, on peut pas faire n'importe quoi. Après, la question, c'est auprès de qui on se forme, sur quel sujet on se forme, parce que finalement, quand on ne sait pas, et moi, j'ai mis du temps à me former parce que je ne savais pas auprès de qui je pouvais me former, sur quel sujet je pouvais me former. La question à un moment, ça a été, est-ce que je me forme auprès de quelqu'un qui connaît parfaitement cette profession d'avocat, donc en clair, auprès d'anciens avocats ou de maris d'avocates aussi, ou est-ce qu'au contraire, je vais chercher quelqu'un qui ne soit pas dans le domaine et qui va m'apporter le peps d'avoir une vision totalement différente de la communication. Et donc j'ai finalement pris un coaching de la part de quelqu'un qui avait travaillé dans un très grand groupe de vente de voitures, et elle m'a apporté une communication, enfin des idées que je suis pas sûre que j'aurais eu auprès d'un ancien confrère. Alors elle m'a dit, tu fais attention parce que moi la déontologie de ton métier, je la connais pas. Et effectivement, elle m'a apporté, notamment en matière de carrousel. Aujourd'hui, j'ai des carousels qui sont jaune-orangé. Toute seule, j'aurais pas eu l'idée de faire ça. Donc voilà, elle m'a apporté des codes d'un autre domaine, et ça m'a fait énormément de bien. Je suis ravie. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est important effectivement et puis de se maintenir, parce que c'est vrai que ça change beaucoup en ligne. Il y a beaucoup de changements. Il y a l'IA. Enfin bref, il y a beaucoup de changements. Et toi, Sophie, tu as fait ou tu projettes de faire des formations? Moi, je projette. En fait, j'ai une copine qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, formatrice sur Instagram, non, c'était LinkedIn. Sur LinkedIn. Okay. Et j'ai une autre copine qui est community manager sur Insta. Okay. Donc du coup, j'ai plein de conseils de la part de deux copines que je n'applique pas parce que je n'ai pas le temps, mais que j'applique en partie. Je pourrais faire beaucoup mieux, mais bon, je me suis lancée il y a 1 an après avoir eu un bébé, donc les deux en même temps, c'est vrai que ça secoue un petit peu, mais oui, j'aimerais bien me former. En tout cas, je pense que c'est vraiment important parce que c'est des choses qu'on nous enseigne pas, qu'on nous enseigne jamais. On n'a pas appris ça à la fac, mais comme être entrepreneur, on n'a pas appris ça à la fac, donc ça fait partie un peu de cette casquette d'entrepreneur qu'il faut avoir. Ouais. Après, il faut bien calibrer la formation, effectivement, pour savoir si ça va être une formation théorique ou si ça va être une formation que pour toi. En fonction de ta personnalité, t'aurais plus intérêt à faire ça ou ça. Mais je pense qu'on se met pas mal de barrières pour la déontologie, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est l'image que tu renvoies de l'avocat. Mais c'est du bon sens la dignité, aussi. Bien sûr, c'est du bon sens. Mais d'accord. Enfin, ça nous viendrait pas. Au final, publicité comparative, c'est pas possible, je pense, pour un cabinet d'avocat. Publicité comparative, typiquement, ça, je pense pas que ce soit possible. Parce que ça voudrait dire quelque part qu'on dénigre le confrère, donc. Oui, bien sûr. Moi, j'avais soumis c'est assez libre. Ça nous viendrait même pas à l'esprit, en fait. Ça nous viendrait pas à l'esprit. On est formaté. Une entreprise classique, ça lui vient à l'esprit. Oui, c'est vrai. Bah oui, oui. Mais en fait, on baigne tellement là-dedans. Dans le domaine de l'immobilier, travailler avec pas mal d'agents et d'anciennes immobilières, ils se font des coups. Ah ouais, bah oui. Moi, à chaque fois qu'ils me racontent des choses comme ça, je me dis, je suis heureuse d'être avocate et de pas avoir des sujets de concurrence déloyale entre confrères. On a dans la vie quotidienne entre avocats. Mais oui, pour revenir en cachette. C'est moins public. Pour revenir sur le sujet de ce qu'on a le droit de faire déontologiquement ou pas, moi c'est très simple. Quand j'ai commencé à faire un certain nombre de vidéos, je suis allée me renseigner auprès de l'ordre des avocats du barreau de Paris en disant voilà ma communication, qu'est-ce que vous en dites? Ils ont regardé mes vidéos, ils m'ont dit vous, à la fin de vos vidéos, vous dites si vous avez ce type de sujet, appelez-moi. Faites attention, ça peut être interprété comme de la publicité. Bon qu'est-ce que j'ai fait? Je refais les vidéos et j'enlève la phrase rappelez-moi. Voilà. Et c'est parfaitement dans les clous, il n'y a pas de difficulté. Et je pense qu'au contraire, c'est très bien parce que avec nos communications, toutes les trois et celles de tous les confrères, on contribue à rendre l'avocat accessible et on contribue à essayer de créer ce réflexe avocat. Ça fait des années que le CNB essaye de lancer son avocat de famille de la même manière qu'on a un médecin de famille ou un notaire de famille. Je pense que c'est aussi notre mission d'avocat de contribuer à ça. Et puis vous devenez acteur au moins. Voilà, c'est ça. On est entrepreneur, donc on est acteur de nos vies. C'est ça. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que je l'aurais même pas supprimé le rappelez-moi. Tu vois, c'est. Non, mais attends. Franchement, il y a un moment. On met bien sur les posts LinkedIn de nous contacter. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est au barreau des Hauts-de-Seine, on a eu un lab. Alors, évidemment pas le grand lab comme il peut y avoir sur le barreau de Paris, mais qui a organisé plusieurs fois des formations
notamment pour LinkedIn, et que je trouvais assez bien faite. Donc, je trouve que dans un premier temps, le premier pas, en tout cas, qu'on peut conseiller aux auditeurs, c'est de commencer par là, les confrères, par les formations de l'ordre qui sont pas mal, qui permettent déjà d'avoir un bon profil LinkedIn, de savoir quoi mettre, quand poster, etc. Mais après, il faut mettre la main à la pâte. Et voilà. Et après, je trouve que c'est... Parce que sinon, tu peux très vite il faut se tester. te limiter à suivre des formations. Oui, bien sûr. Mais l'étape d'après... Tu peux tester, mais après, je retiens ton coaching digital. Là, je crois que c'est intéressant. Nous, on a fait du coaching de cabinet, puisque voilà, on est passé de 1 à 2 associés, puis 3, puis 4. Donc après, la com, elle n'est pas pareille. Et du coup, effectivement, on a dû reformater un certain nombre de choses pour communiquer. Quel sujet, quelle fréquence, voilà. Mais je trouve que c'est important, effectivement, de savoir quel réseau, quelle fréquence, quel thème. Que c'est pas si évident que ça. En fait, vous avez lancé des vidéos, des podcasts, mais vous n'êtes jamais formé en tant que tel. Vous avez suivi un peu des vidéos de d'autres personnes qui donnent des conseils sur comment on lance son podcast, ce genre de choses quand même. Moi, la première, clairement non. Moi, oui. Moi aussi, j'y suis allée un peu à l'arrache. Je me suis dit, bon, allez, ça passe. On verra. Y va. On verra, voilà, c'est ça. Au pire, personne la verra. Je pleurerai dans mon coin. Parce que oui, techniquement, bon après, c'est vrai qu'aujourd'hui on a les téléphones, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple qu'avant, mais c'est important. Enfin, moi je trouve que le son, en tout cas, c'est quelque chose. Moi, je savais qu'il me fallait un micro, quoi, donc j'ai acheté un micro cravate et puis voilà. C'est ça. Au début, une vidéo. Et du coup, branchez directement sur le téléphone, du coup. Oui. Ouais, c'est pratique. Pour moi, une vidéo, c'est simple. C'est un smartphone, un trépied, un micro. Voilà, on enregistre, après on balance sur l'ordinateur, après, on fait un petit montage et quand c'est on fini. voit ce que certains confrères font, on n'est pas dans le plus quali, quoi. C'est moi, j'aimerais bien passer à un stade supérieur après. Moi, honnêtement, je préfère des formats comme les vôtres dans le sens où, quelque part, vous avez une idée, vous la produisez tout de suite, en fait. Oui. Tandis qu'eux, en fait, ils sont obligés de rentrer dans des schémas où on prévoit à l'avance, on organise. Je dis ça parce que moi, on me contacte pour ça, c'est pour ça. Et en fait, ça prend diplôme parce que entre le moment où on a les sujets, on détermine ce qu'on va dire, on arrive à se fixer une date pour que tout le monde soit là, et du coup, on enchaîne pendant 2 heures, mais en fait, on le fait une fois par an, voire une fois tous les 2-3 ans. Et puis moi, je crains que ce soit un petit peu aseptisé. On les voit passer les vidéos de confrères qui font des choses qui sont manifestement faits avec de la technicité. Ils sont en studio, ils sont dans leur cabinet, mais on voit bien qu'ils font pas ça tout seuls, ou alors ils ont une formation spécifique que je n'ai pas. Mais moi, je trouve que c'est toujours un exercice très normé, et du coup, on retombe sur le travers dont tu parlais tout à l'heure, de l'avocat dans sa tour d'ivoire. Et moi, je suis pas l'avocat dans sa tour d'ivoire. Moi, quand je me filme, je suis dans mon bureau. Et d'ailleurs, je mets ma robe derrière, donc ça fait hyper classe. Mais ça sert aussi à cacher tous mes dossiers pour respecter l'obligation de confidentialité. Donc, on voit le quotidien dans lequel je travaille. Je pense que ça aussi, ça crée une accessibilité. Venez voir, je suis dans ce bureau-là et mon jus de cerveau, c'est ici. Je confirme qu'il faut... le faire de façon spontanée. Je trouve ça parce que bien, moi, ma 3e saison de mon podcast, où je veux inviter des gens qui sont des gens, on va dire, connus pour tout ce qui est modes amiables, la politique de l'amiable, etc. Ça fait 1 an que je cogite quel matériel j'achète. J'ai mes sujets, j'ai tout, mais quel matériel j'achète? Est-ce que j'achète? Du coup, je l'ai pas fait. Du coup, ma saison, elle est en rade pour l'instant. Je veux faire un autre podcast avec mon associé que sur le droit de la famille. Bon, voilà. Donc, effectivement, quand on se lance, et je me suis pas posé cette question quand j'ai fait mon podcast, j'ai mis GarageBand, j'ai branché le casque de mon fils de gamer en disant, au moins là, je m'enregistre, c'est bien. J'ai fait ma bande son, j'ai écouté les trucs, je me suis dit, ça va. J'ai fait écouter à des copains qui me disent, oui, c'est bien parce que tu as un ton de voix qui va bien avec l'amiable, donc ça va bien. Je me suis dit que je fais, merci. Je t'ai écouté. Ouais, merci. D'accord. 15 minutes, 20 minutes pour que ça soit pas trop long qu'on écoute dans les transports, et puis c'était parti. Donc après, on se met des barrières aussi. Si on voit ça soit trop super quali, on le fait plus. Et c'est dommage parce que c'est ce côté spontané qui fait nos petites vidéos made. Exactement. C'est ça. Mais moi, généralement, on me dit tes vidéos, elles sont super bien, c'est pro. Alors, je tombe toujours un peu dénue. Et à l'inverse, parce que c'est le ton que tu donnes. Oui, c'est ça. Il était question d'un partenariat. On m'a dit à l'inverse, non, mais c'est pas du tout pro. Jamais je publierai ça sur mon site internet. Bon, en même temps, c'est pas grave parce que je t'ai pas demandé de publier mes vidéos sur mon site internet. Mais il y a des confrères qui sont outrés de tout ça. Pour eux, c'est ne pas respecter le droit, limite. C'est. Moi, je pense que ça m'a valu. Moi, quand je vulgarise le droit, on me dit parfois, mais attention, mais non, en fait, vulgariser le droit, c'est pas le dénaturer, en fait. Et les gens se rendent pas compte. Mais ça, c'est un sujet de partage de la valeur. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ça n'a aucun sens de refuser la communication dans la mesure où soit elle est faite par nous,
soit elle est faite par la multitude de sites internet qu'on peut trouver sur Google. Donc, je préfère que la communication, la vulgarisation vienne de nous qui avons la compétence que de personnes qui ont c'est vrai. moindre compétence que nous et qui n'ont pas cet aspect terrain aussi. Parce qu'il y a une grande différence entre connaître les lois et connaître concrètement l'application des lois. Je dis régulièrement à mes clients, là, vous pensez que vous avez raison, je suis d'accord avec vous, vous avez raison, mais pour l'instant, je n'ai que votre son de cloche, je n'ai pas celui de l'adversaire. Et ensuite, il y a aussi une appréciation du magistrat, certainement encore plus dans ta matière que la mienne, où finalement, tu sais pas, il peut y avoir un argument que toi, tu as estimé débile. Non, le mot n'est pas choisi. Bien. Que tu as estimé qui ne pouvait pas porter préjudice à ton client, ou qu'en tout cas, il ne pouvait pas marcher, alors que finalement, il marche. Et ça fait aussi partie de notre métier, de pouvoir expliquer ce genre de sujet. Et qui mieux que nous peut le faire? Je ne sais pas. C'est surtout que je trouve que le contenu que l'on crée, on sait ce qu'on crée, on sait la viabilité, validité, pertinence de ce qu'on crée. Tu as tellement de clients qui viennent te voir en disant « Alors, j'ai vu ça sur tel blog, je sais pas quoi », puis tu te dis « Enfin, ça n'existe pas, en fait. L'arrêt n'existe pas, l'argumentaire n'est pas valable, je sais pas de quand ça date. » Enfin, voilà. Donc, je trouve que aussi on a cette mission-là qui est de publier des choses qui sont justes. Oui. Et que le contenu soit choisi, outre qu'il soit vulgarisé, ce qui est très important. Et moi, je te rejoins, c'était vraiment mon but avec notamment le podcast, c'était ça, c'était l'accessibilité. Je trouve que c'est aussi la véracité des propos qu'on tient. Et bon, ça engage notre responsabilité aussi. Et alors, je vais te donner une anecdote, c'est qu'un jour, je publie donc sous forme de post une jurisprudence qui était très intéressante et qu'une consoeur m'a ressorti des années après contre moi dans un dossier parce qu'elle l'avait lu là. Donc, c'était assez drôle. Bon, alors c'était des années après. Donc oui, effectivement, heureusement, la jurisprudence avait aussi évolué, j'ai trouvé d'autres choses à dire, mais c'était hyper rigolo de voir que voilà, on peut aussi se référer à ce que disent des confrères dont on sait que c'est des experts dans leur domaine ou voilà. Et les clients aussi, c'est important pour eux d'avoir un avocat qui publie des choses qui sont certifiées. Moi, ça m'arrive aussi. Généralement, de temps en temps, j'ai des clients qui veulent faire des recherches en plus de celles que je fais. Et soit ils reviennent vers moi en me disant « Dans votre vidéo, vous disiez que... » Là, ça fait super plaisir. Ou sinon, ils m'envoient les textes d'un autre confrère. Alors, c'est marrant parce que selon les clients, c'est soit la com du confrère, soit la mienne. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de se dire, quand ils font des recherches sur un sujet précis, ils vont tomber sur ce qu'on a dit. Tout à fait. Donc, ils se forment tout seuls aussi. Je trouve ça formidable. Ouais, et puis ça les rend acteurs aussi. Oui, ça les rend acteurs. Parce qu'ils ne sont pas que passifs. Et c'est du contenu qui est qualitatif. C'est pas un conseil qu'ils ont trouvé sur n'importe quel site de gens qui connaissent rien en droit, généralement. Bon, on en arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup à toutes les trois. Et puis on se retrouve du coup dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt. Merci David.